Et salut, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 6 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme cette semaine le Ultimate Spider-Man numéro 4, le Dawn Runner numéro 2, I Heart Skullcrusher numéro 2, les deux premiers numéros de Napalm Lullaby, et on terminera par les numéros 9 de Roll Tree et de Something Epic. On commence tout d'abord par le numéro 4 de Ultimate Spider-Man, toujours scénarisé par Jonathan Hickman, mais ce numéro 4 est dessiné par David Messina. Marco Checchetto prend une petite pause pour le numéro 4 et 5, il reviendra lors du numéro 6. Donc on a donc David Messina au dessin, et ma foi, c'est une prestation plutôt honorable. Alors ce n'est pas Checchetto qui veut, qui peut, mais c'est franchement quelque chose d'assez sympathique, d'assez agréable. Alors de quoi parle le numéro 4 ? Alors, on rappelle quand même que que cette série Ultimate Spider-Man était une temporalité un petit peu particulière, puisque c'est une temporalité en temps réel, d'accord. Les événements se passent en temps réel pour les personnages majeurs, tout comme le lecteur. C'est-à-dire que, en gros, le numéro 1 relatait l'événement principal du mois de janvier, le numéro 2 du mois de février, le numéro 3 de mars, et évidemment, le numéro 4 s'intéresse donc aux événements d'avril. Donc, à ce qu'on estime être l'événement important d'avril, et visiblement, cet événement important d'avril, ce serait une double date, hein. Ce serait un double rencard entre Peter Parker et Mary Jane, et puis un autre couple. Un autre couple, donc évidemment, je vais vous taire et je vais pas vous révéler l'identité, parce que ce serait dommage. Donc voilà, on a tout un épisode où c'est un double date, c'est un double rencard au restaurant, et il y a une discussion, forcément. Une discussion qui n'est pas inintéressante, mais qui ne fait pas énormément avancer l'intrigue. On a juste un petit exercice de qui c'est qui à propos de qui c'est quoi à propos de qui plutôt, un petit peu qui va au-delà des faux semblants ou des allusions lourdes. C'est franchement un épisode que j'ai trouvé très décevant parce que tout se passe au restaurant donc lors de ce repas pendant que papy garde les gosses quoi en gros. Et on s'ennuie quand même. Il se passe pas grand chose, c'est-à-dire que pourquoi pas un repas d'une discussion, mais il aurait fallu qu'il y ait quelque chose d'autre dans ce numéro, quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. Hein, parce que eux mangent, mais nous on se régale pas. Hein. Donc vraiment, c'est une énorme déception que ce Ultimate Spider-Man numéro 4, alors que j'avais franchement apprécié les trois premiers. Je trouvais que vraiment, justement, chaque numéro avait son lot de petites informations en plus, ses petits plot twists, ses petites révélations. Et là, honnêtement, ce numéro 4, si la révélation, c'est une des deux personnes du couple avec qui dînent Peter Parker et Mary Jane, encore du fanservice, et du fanservice qui sert pas à grand-chose. Parce que oui, l'autre élément qui me chagrine un petit peu, c'est à quoi va servir cet épisode, en fait. À quoi va servir cet épisode on se base sur quoi je ne sais pas. Est-ce que ça nous montre que c'est important de présenter un petit peu tous les personnages dont il va être question durant ce run? Ou est-ce que c'est juste pour nous montrer, attention, peut-être que le couple Peter Parker-Mary Jane peut battre de l'aile ou est en potentiel danger? Bon, quelques questions peut-être qui trouveront leur réponse, ou pas du tout, c'est peut-être un numéro de remplissage. Ils se remplissent le bide. On remplit un petit peu la série avec un numéro 4, franchement sans substance. Écoutez, c'est possible. J'en ai aucune idée, mais toujours est-il, énorme déception. Certainement la déception de la semaine en ce qui me concerne, c'est Ultimate Spider-Man 4. Est-ce qu'on continue? Oui, quand même, puisque franchement, comme je le disais précédemment, j'ai apprécié les trois premiers numéros. Donc évidemment, je vais continuer la série. Je vais pas leur en tenir rigueur pour un numéro de remplissage, mais il s'agirait pas que ça se reproduise, s'il vous plaît. On continue avec le numéro 2 de Dawn Runner, publié chez Dark Horse Comics. J'avais déjà parlé du numéro 1, qui m'avait guère enthousiasmé. Je peux un petit peu rappeler de quoi il est question. Il y a environ un siècle, il y a un portail qui est apparu au-dessus de la Terre, et de ce portail a surgi en fait des Tetsa. Qu'est-ce que c'est des Tetsa? C'est une race extraterrestre vraiment très imposante, hein, qui s'apparente à un kaiju en quelque sorte. Et on n'a pas trouvé, la Terre n'a pas trouvé de moyen conventionnel d'en venir à bout, de venir à bout de leur peau, de leur carapace, qui est très solide. Et du coup, faute de moyens conventionnels d'artillerie lourde, la Cordonware Corporation a tout fait en sorte pour fabriquer ce qu'on appelle des Iron King, ces espèces de mechas en gros pilotés par des humains. Et voilà, et ces Iron King, donc ça fait environ un siècle qu'on orchestre un petit peu ces combats de gladiateurs entre les mechas et les kaiju, puisque de toute façon il n'y a rien d'autre à faire, puisqu'il en sort toujours plus de ce portail. Et malheureusement, en plus, il y a aussi des scientifiques, une communauté de scientifiques et de linguistes, qui est très 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 intéressée à justement étudier ces spécimens extraterrestres pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait en résulter, est-ce qu'on pourrait trouver des bonnes choses pour l'humanité, et puis essayer d'étudier ce comportement ou le langage de ces Tetsa, parce que pour l'instant, on ne sait encore rien sur eux, alors que ça fait 96 ans quand même qu'on les combat.
Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant. Le cliff du numéro 1 apportait une certaine confusion, intrigant certes, mais aussi une certaine confusion, comme je l'avais dit, c'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, donc le Dawn Runner. Dawn Runner, c'est quoi? C'est la nouvelle variété de Iron King qui va être lancée en fait par la Cordonware Corporation. Donc en fait, on nous parle d'une pilote, Anita Marr, qui est la pilote un petit peu vedette parmi tous les pilotes, qui est vraiment un petit peu le chouchou du public. Et du coup, parce qu'évidemment, tous ces combats sont retransmis à la télé, c'est vraiment bah, le sel, l'opium du peuple, c'est vraiment leur télévision, quoi. C'est le seul, c'est la seule raison de vivre presque qu'il existe, puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, on va enchaîner année après année, décennie après décennie, ces espèces de combats de gladiateurs, je disais, entre mecha et kaiju. Donc, un cliffhanger sur ce numéro 1, à savoir que visiblement, il y avait quelques dysfonctionnements par rapport à ce Dawn Runner, du coup. Et il y avait un petit souci. On va voir les conséquences de ce dysfonctionnement. Là, je vous montre quelques planches d'Evan Kagel, c'est toujours aussi beau. On a quelques planches claires, là, en ce début d'épisode, qui sont vraiment magnifiques. Pour après revenir vers quelque chose d'un petit peu plus sombre. Mais c'est vraiment très beau, Evan Kagel, au niveau des dessins, c'est magnifique. Il y a vraiment une ambiance qui est installée. C'est très beau. Et donc, par rapport à ce cliffhanger, on avait donc Anita qui, quelque part, parvenait à communiquer, en fait, avait un lien un petit peu neurolinguistique, ou en tout cas pouvait établir une communication un petit peu neuronale, en tout cas, et avec quelqu'un d'autre. Donc c'était un petit peu le cliff qui était un petit peu brouillon. On va revenir sur ce cliff, on va l'expliquer un petit peu plus. Et on va parler aussi de la situation personnelle d'Anita, qui a quelque chose à gagner dans tout ça, qui se bat pour un objectif personnel. Donc là, je vous remontre des planches. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que les scènes d'action d'Evan Kagel sont lisibles, moi, je maintiens que pour moi, c'est un brouillon sans nom. J'y comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe, en fait. J'ai beaucoup de mal. Alors, je me doute bien qu'ils se battent, mais je ne vois pas les mouvements créés, je ne vois pas le dynamisme. C'était déjà un de mes reproches, en fait, pour ce numéro 1. Et je maintiens ces reproches pour ce numéro 2. Alors, on a un numéro qui est quand même un petit peu plus intéressant que le 1, où on va apprendre à connaître un petit peu mieux justement ce personnage qui est à la tête de la Cordonware Corporation, qui donc emploie Anita Marr en tant que pilote de l'Iron King Dawn Runner. Et on va en savoir un petit peu plus sur les différentes motivations de chacun. Et puis, et expliquer ce lien qu'il y avait dans le cliff du numéro 1, ce lien neuropsychique qu'on peut établir avec d'autres personnes. Est-ce un dysfonctionnement du Dawn Runner, ou est-ce que c'était finalement un des objectifs du Dawn Runner? Pourquoi? Comment? C'est encore assez mystérieux, on aura des réponses un petit peu plus tard. Bon, c'est un numéro que j'ai trouvé passable, qui était ok, mais alors franchement, moi cette histoire me passionne absolument pas. Après 2 numéros sur 5, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'accroche pas. J'ai même l'impression qu'en fait cette histoire d'extraterrestres, de mecha, de kaiju, c'est une toile de fond pour raconter autre chose, qui est justement ce lien, en fait, ce lien neuropsychique entre deux personnes. Est-ce que ça parle de PTSD, donc de syndrome post-traumatique après des combats? Est-ce que ça parle de liens de gens après la mort? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec des gens après la mort, etc. Finalement, on a l'impression que tout ce qui est extraterrestre, mecha, kaiju, c'est un prétexte. Donc je sais pas trop, je suis vraiment sur ma faim, je sais pas trop comment penser. Je vais continuer, parce qu'il reste 3 numéros, mais pour l'instant, je suis clairement pas conquis. Voilà. Donc, Dawn Runner numéro 2, ouais. On continue. On continue avec I Heart Skull Crusher numéro 2. Ça, c'est une série qui est sortie chez Boom Studios, et plus particulièrement chez le label Boombox, qui est, ça c'était une hypothèse que j'avais formulée, probablement le label Young Adult de Boom Studios. Et donc, I Heart Skull Crusher, j'en avais déjà un petit peu parlé, on est dans un futur post-apocalyptique, dans une espèce de bidonville à ciel ouvert. Et on suivait l'épisode, n'importe quoi. On suivait, pardon, le personnage de Trini Wastelander, que vous apercevez ici, qui est un personnage haut en couleur, qui est une jeune fille pleine d'énergie, pétulante, pétillante plutôt, qui est en pleine, voilà, qui est pleine de vie, qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, et qui est franchement un personnage délicieux auquel on s'attache très rapidement. I Heart Skull Crusher, c'est quoi? C'est cette jeune fille justement qui va absolument composer son équipe de Screaming Paintball, puisque elle veut absolument participer à ce tournoi national de Screaming Paintball qui pourrait lui permettre, qui sait, de côtoyer son idole, Skullcrusher. Et du coup, on a vu dans le numéro 1 qu'elle a composé un petit peu son équipe de manière
pour le moins original, hein, on va dire ça comme ça. Et là, on a un petit peu les conséquences de ça. Donc, il leur reste encore des membres de l'équipe à trouver, puisque c'est des équipes de 5, hein, un gardien, 2 défenseurs et 2 attaquants. Et du coup, je rappelle que le but, c'est justement d'en marquer un dans les filets opposés. Mais tous les coups sont permis. Hein. Vous avez le droit d'assassiner vos adversaires. Et là, on nous explique un petit peu plus les règles du jeu, comment on peut marquer des points. On va voir comment elle va essayer de compléter en fait son effectif. On va même voir un match. Enfin, c'est vraiment passionnant, c'est génial. C'est frais, c'est drôle, c'est hyper bien dessiné. C'est hyper bien colorisé, comme vous pouvez le voir. Donc c'est toujours, oui, je l'ai pas dit, I Heart Skullcrusher. Donc c'est scénarisé par Josie Campbell, que vous connaissez déjà sans doute peut-être, parce qu'elle a déjà travaillé notamment chez DC Comics. Et c'est dessiné par Alicio Zono, avec une colorisation de Anrel de Santiago. Moi, c'est un coup de cœur. Voilà. Je vais pas y aller par 4 chemins. C'est tout simplement un coup de cœur, ce numéro 2 de I Heart Skullcrusher. Et cette série depuis le début, ce serait une mini en 5, si je dis pas d'annerie. Donc évidemment, je vais aller jusqu'au bout. J'aime énormément. C'est dynamique, c'est drôle. C'est intriguant, c'est émouvant même, avec des personnages, comme je disais, hauts en couleur, et des situations qui sont vraiment super chouettes. Moi j'aime énormément cette série, et je la recommande très fortement. Donc I Heart Skullcrusher, c'est mon coup de cœur de la semaine, et c'est un grand oui. Voilà. On continue. On continue avec Napalm Lullaby. Napalm Lullaby de Rick Remender et Bengal. L'équipe créative qui était sur Death for Glory, que j'avais trouvé franchement assez sympathique. Enfin, j'avais beaucoup aimé le tome 1, qui était une espèce de course-poursuite, en fait. Course-poursuite en voiture du personnage de Glory qui voulait sauver son père. Vraiment quelque chose d'assez émouvant, une quête très chouette, et quelque chose de très frénétique et très agréable. Même si le tome 2 m'avait légèrement déçu, avec pas mal d'actions redondantes, et puis finalement une fin assez convenue. Mais ça restait une série très agréable. Donc Rick Remender, ça a toujours été un scénariste que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup, globalement. Il m'a rarement déçu. Et donc, j'allais sur ce Napalm Lullaby plein d'espoir. Donc là, je vais vous parler du numéro 1. Là, vous pouvez apercevoir la variant cover de Daniel Warren Johnson. Et je vais également vous parler donc du numéro 2. Que voici. Avec là, cette fois, une cover régulière de Bengal. Donc Napalm Lullaby, j'ai failli vous en parler il y a quelques semaines. Et j'étais pas sûr en fait de ce que j'avais ressenti à la lecture. Du coup, je me suis réservé le droit d'attendre le numéro 2 pour donner mon verdict. Et ben, grand bien m'en a fait. Voilà, parce que je vais être honnête avec vous, la première lecture de ce premier numéro de Napalm Lullaby, j'avais pas franchement été convaincu. J'avais trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, mais il y en a partout, et beaucoup de questions posées avec très peu de réponses. Donc j'ai relu ce numéro 1. Voilà, je vais un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble quand même, parce que c'est vraiment trop chouette, les dessins de Bengal. Donc j'ai relu ce numéro 1 que j'ai beaucoup plus apprécié avant d'enchaîner sur le numéro 2. Parce que déjà je savais un petit peu à quoi m'attendre, je savais que ce serait cryptique et elliptique. Finalement, comme assez souvent dans les numéros 1 de Rick Remender. Rick Remender, il brille rarement par les numéros 1. C'est pas le numéro qui vous donne envie de vous plonger dans la série, de vous dire « Ah, je vais m'éclater pendant des dizaines et des dizaines de numéros ». Mais c'est souvent, justement, on va y venir, je le trouve autour des numéros 2 plutôt, ou des numéros 3, où là, Remender, ça prend tout son sens. En fait, on avait un numéro 1, où on est clairement dans un futur... on est dans un futur, on est dans la science-fiction, dans de l'anticipation. Et en fait, on est dans un univers, encore une fois, Remender, après Sacrificers, dans là-bas, il a les mêmes obsessions, c'est-à-dire à savoir les divinités, l'existence et l'existentialisme même, voire la philosophie, le sens de la vie, et comment est installé l'ordre mondial, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Là, effectivement, on s'intéresse donc, encore une fois, aux divinités. On est dans un univers où le dieu Glokor impose un petit peu sa volonté et son mode de vie un petit peu à tous ses fidèles et donc tous les habitants. Et du coup, on va suivre en fait 2 frères et sœurs, dont j'ai oublié le nom. C'est Sarah et je ne sais plus son frère. Bref. Donc, on va suivre ces 2 frères et sœurs qui, eux, un petit peu, ont envie de bousculer l'ordre établi. Ils vont tout faire et on voit bien qu'ils sont accompagnés un petit peu d'accessoires et de pouvoirs assez particuliers qui peuvent leur permettre un petit peu de projeter des rêves virtuels. Voilà. Notamment, lui, il est largement capable de projeter des rêves virtuels et c'est vraiment très intéressant. Alors, comme je le disais, c'était très elliptique et très cryptique au numéro 1.
On a beaucoup de réponses lors de ce numéro 2. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense vraiment que c'est une série qui gagnera franchement à être lue en édition reliée et pas en single issues. Honnêtement, moi le numéro 1 m'avait ouais, vraiment rendu circonspect, un petit peu dubitatif. À la relecture du numéro 1, j'ai beaucoup plus apprécié. Et ce numéro 2, bah, j'ai carrément trouvé génial. Voilà. Je trouve que du coup, là, on donne tout son sens à la série. On a vraiment quelque chose, à mon avis, qui est très ambitieux. On va en avoir pour plusieurs numéros. Là. Je pense que la série de Rick Remender et Bengal, à mon avis, elle s'étale sur plusieurs dizaines de numéros. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc on a un ordre établi avec cette divinité dont on voit un petit peu l'introduction dans les premières pages du numéro 1. On vous explique un petit peu d'où vient cette divinité Glocor et comment, en quoi elle va réussir à s'installer dans ce nouveau monde. Quel est ce nouveau monde régi? Quelles sont ces nouvelles règles? En quoi sont-elles contraignantes ou en quoi euh, pourquoi en fait ses frères et sœurs veulent absolument s'opposer à ce régime qui pourtant a priori veut le bien de tout le monde. Donc vraiment on a quelque chose d'assez fascinant, comme je disais, très cryptique et elliptique dans un premier temps, mais finalement qui donne ses réponses avec parcimonie, mais qui en donne quand même. Et c'est franchement quelque chose de très intriguant. On a vraiment envie de continuer cette série et vraiment, moi il m'a embarqué, ça y est, grâce à ce numéro 2, Remender sur Napalm Lullaby. Donc je vais aller je vais continuer évidemment. Et puis bah, je vous tiens au courant. Parce que franchement, bah, c'est hyper intriguant. Alors je sais que là je suis très évasif parce que c'est très difficile d'en parler avec précision. Sachez que simplement, voilà, on a un monde de divinités qui contrôle tout, où il y a pas vraiment de libre arbitre, il n'y a pas vraiment de liberté dans les actes, dans les décisions, puisque on prend les décisions pour vous, puisque c'est ce qui est le mieux pour vous, et vous allez avoir l'opposition d'un frère, d'une sœur et de leur père, qui vont essayer de bousculer l'ordre établi de manière assez révolutionnaire. Voilà. Donc Napalm Lullaby, après, je trouve un numéro 1 assez hésitant, assez balbutiant, finalement, prend son sens avec ce numéro 2. Donc je suis persuadé, moi je vous conseille plutôt de prendre le TPB, ou peut-être certainement bah, l'édition française quand elle arrivera, sans doute chez Urban. Hein. Petite intuition. Voilà. On continue avec donc deux numéros 9. Tout d'abord, le numéro 9 de Something Epic. Alors, Something Epic de Simon Kundranski, il fait absolument tout, hein, il fait dessin, scénario et colorisation. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Là, donc, c'est le numéro 9, c'est donc le deuxième numéro du deuxième arc, puisqu'on avait un premier arc en 7 numéros. On suivait un épique. Un épique, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un un petit peu qui arrive à maîtriser le monde de l'imaginaire, qui a une emprise un petit peu sur le monde de l'imaginaire, ou en tout cas sur des créations issues de l'imagination. Et là, on va suivre une autre épique, donc depuis le numéro 8, et encore un numéro passionnant, vraiment hyper intéressant, où là, vraiment, on va s'intéresser à quelque chose d'autre. On était plutôt dans un personnage fictif de la littérature anglaise dans le premier numéro, et là, on va dans quelque chose de radicalement différent. On va plutôt dans le panthéon grec. Voilà. On va toujours dans ce qui est un petit peu bah, le fantasme et un petit peu l'imaginaire collectif de la représentation en fait de l'Olympe ou de tout ce qui peut être divinité. Donc on va vraiment s'intéresser un petit peu à tout ce qui est croyance, divinité dans l'imagination. Et on va s'intéresser au pouvoir de cette épique-là, et on va se rendre compte que ces pouvoirs à elle sont quand même assez différents des pouvoirs du premier épique qu'on avait rencontré. Donc ça déjà c'est super intéressant, et on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant, comme d'habitude avec Something Epic, où on a des planches absolument exceptionnelles, on a quelque chose d'incroyable, de très ambitieux. Après, comme vous pouvez le voir sur cette double page, c'est toujours aussi verbeux aussi, mais ça n'est pas verbeux pour rien dire. Moi je suis toujours aussi embarqué dans cette série, je l'aime énormément, et je la trouve très prometteuse par rapport à tout ce qu'il nous a raconté là, et surtout la nature des pouvoirs de cette épique là qui est vraiment vraiment hyper intrigante et prometteuse quoi. Donc non franchement, c'est encore un numéro que j'ai trouvé très 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 bon. Something Epic, je continue de lire ça mois après mois avec un grand régal. En plus souvent on a des variantes de cover qui sont assez chouettes, hein, qui sont souvent des références soit aux comics, soit à la pop culture, soit au cinéma. Donc toujours un énorme plaisir. Voilà, bah, Something Epic c'est encore un grand oui pour ce numéro 9. Et on termine avec un autre numéro 9, à savoir Roll Tree de James Tynion IV et de Fernando Blanco.
J'en avais pas parlé encore de World Tree dans l'issue de secours, mais on en a parlé quand même dans l'émission d'Encre et de Bulle, sur la chaîne de Manphobia. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et abonnez-vous, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. On a fait pas mal de choses, et maintenant on est en live pardon, tous les mercredis à 21h. Donc un mercredi prochain, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou, ça nous fera très plaisir. Donc World Tree, c'est le numéro 9. C'est pareil, c'est un épisode que j'ai trouvé excellent. C'est encore un très très bon épisode. Là, cette fois, on va vraiment s'intéresser à plusieurs personnages, notamment au personnage de Gregory. Le personnage de Gregory qui, dans le monde au présent, s'entretient avec Madeline. C'est lui, d'accord, pour ceux qui suivent la série. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'en fait, World Tree, c'est un petit peu des jeunes surdoués d'Internet qui vont faire une découverte aussi fascinante que dangereuse et inquiétante, à savoir l'Undernet. L'Undernet, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est une entité abstraite différente qui voudrait entrer en communication ou peut-être carrément envahir un petit peu notre monde à nous, le monde de la surface, quoi, on va l'appeler comme ça. Et en fait, on a un petit peu cette opposition entre ces jeunes geeks qui vont faire cette découverte incroyable. En fait, on fait des allées et venues entre les différentes temporalités dans cet épisode. Et on a vraiment, si vous voulez, plus ou moins l'explication de ce que peut représenter l'Undernet pour chacun des personnages. Que ceux qui ont été confrontés à l'Undernet, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils peuvent le décrire? Peut-on en revenir? Pardon. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Et c'est un épisode où il se passe énormément de choses. Hein. C'est à la fois on fait des allées et venues dans les temporalités pour expliquer justement ce lien avec l'Undernet et en quoi il va avoir des conséquences fondamentales avec ce qui se passe au présent. Je regarde un petit peu les planches que je peux vous montrer, ce qui n'est pas si simple parce que il y a un petit peu de nudité dans World Tree, il y a notamment un personnage qui se trimballe toujours à poil, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on montre. Donc encore une fois un épisode excellent. On a vraiment on oscille entre de la respiration, beaucoup de discussions, des discussions intenses, où vraiment on a des révélations importantes, et puis des actes assez forts, que je vous montre pas, mais on a des actes assez forts, dont un cliffhanger assez costaud. Donc ouais, moi c'est toujours une série que je trouve vachement bien, qui est toujours aussi efficace. Ouais, franchement, James Tynion de Forth, globalement, de toute façon, je trouve ça assez incroyable. Et je veux juste vous montrer ça, donc ça c'est... Je vous montre pas la dernière page qui est évidemment le cliffhanger, mais je vous montre juste cette page-là, qui a à la fin de chacun des numéros de World Tree. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller sur ce site et entrer ce mot de passe. Ça fonctionne. Je ne vous dis pas ce que ça fait, mais pour les plus curieux, n'hésitez pas à le faire. Quoi. Donc voilà. Voilà pour cette semaine. Donc en résumé, un énorme coup de cœur avec le numéro 2 de I Heart Skull Crusher. Vraiment une série que j'aime énormément, une mini en 5, que je vais suivre jusqu'au bout chez Boom Studios. Napalm Lullaby, finalement, j'ai un petit peu changé d'avis pour ce numéro 1 que j'ai trouvé en fait qui va s'inscrire dans sa globalité, quoi. C'est sûr que c'est pas un numéro 1 qui donne envie de se lancer dans une série, mais finalement, après 2 numéros, Napalm Lullaby de Remender et Bengal, ça donne très envie. C'est la nouvelle manière d'écrire un petit peu de Remender qui est beaucoup plus parcellaire. Je donne des informations, mais vraiment au compte-gouttes, pour ensuite qu'il y en ait de plus en plus et qu'on puisse reconstituer le puzzle dans sa globalité. Et j'avoue que j'aime assez cette écriture, même si elle n'est pas forcément propice à l'écriture mensuelle et sérielle du single issue. Donc, mais c'est quand même vraiment 2 numéros assez prometteurs. Toujours aussi bon que son Something Epic et World Tree, ça je continue toujours avec grand plaisir. Mais voilà, il fallait quand même signaler mes 2 déceptions de la semaine, à savoir la plus grande déception, je pense, c'est quand même ce 4e numéro d'Ultimate Spider-Man que j'ai trouvé franchement assez inutile et de remplissage. Et puis ce numéro 2 de Dawn Runner qui décidément ne me convainc toujours pas. J'ai l'impression que c'est... ils veulent courir plusieurs lièvres à la fois, mais ils sont distancés à chaque fois. Donc il y a une volonté de Ramvi de faire beaucoup de choses, mais il a que 5 numéros, et finalement on ne comprend pas trop ce qu'il veut raconter. Donc encore une fois, tout ça, ça n'est que mon avis. Si jamais vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me l'indiquer dans l'espace commentaire. Il est aussi fait pour ça, pardon, décidément. Et puis, quant à moi, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, lâchez un petit pouce, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous à mercredi prochain à 21h pour le live d'Encre et de Bulle, et sinon, à dimanche prochain pour un numéro de Issue de Secours. Bonne journée, bonne soirée, salut, ciao!